Émilie raccrocha le téléphone avec un tremblement qu'elle ne pouvait contrôler. Sa petite sœur Camille, qu'elle avait toujours vue comme une adolescente rebelle à corriger, venait de lui avouer qu'elle était lesbienne, la même sœur qu'Émilie avait autrefois poussée vers des thérapies de conversion pour la remettre sur le droit chemin. Cette révélation força Émilie à affronter les fantômes de son propre déni, déclenchant une vague de souvenirs qui menaçait de submerger sa vie parfaitement ordonnée à Paris. Dans l'appartement haussmannien du 6e arrondissement, Émilie s'effondra sur le canapé en velours, les mains pressées contre son visage. Comment en était-elle arrivée là? À 30 ans, Émilie était une avocate respectée, mariée à un homme bien sous tout rapport, avec une carrière qui la plaçait au sommet des cabinets parisiens. Mais cette conversation avec Camille, âgée de 22 ans et étudiante en art à la Sorbonne, avait ouvert une brèche. Je suis amoureuse d'une femme, Amy. Et je ne peux plus me cacher, avait dit Camille d'une voix ferme, sans une once d'hésitation. Émilie se rappelait ses propres mots. Il y a des années, c'est une phase. Ma chérie. On va t'aider à la surmonter. À l'époque, elle croyait sincèrement protéger sa sœur des jugements de la société, de leur famille conservatrice originaire de Provence. Le soir même, Émilie ne put dormir. Elle erra dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, sous les lumières des cafés où des couples s'embrassaient librement. Pourquoi cela la touchait-il si profondément? Était-ce la culpabilité d'avoir imposé à Camille ses séances chez un psychologue douteux, financé par leurs parents? Ou était-ce quelque chose de plus personnel? Émilie repensa à son adolescence, à ses amitiés intenses avec des filles qui laissaient un vide inexplicable quand elles s'éloignaient. Mais elle avait choisi la voie sûre, études de droit, mariage avec Pierre, un ingénieur stable et prévisible. Leur vie était un modèle de normalité bourgeoise, avec des dîners chez des amis hétérosexuels et des vacances en Normandie. Le lendemain matin, Camille appela à nouveau. « Je veux que tu rencontres Sophie, » dit-elle. Sophie était sa petite amie, une artiste de 23 ans qu'elle avait rencontrée lors d'un atelier de peinture. Émilie accepta. Par curiosité ou par devoir? Elle ne savait pas. Elles se retrouvèrent dans un petit café près de la Seine. Camille arriva en premier, ses cheveux courts blonds ébouriffés par le vent, un tatouage discret sur le poignet symbolisant la liberté. Sophie la suivait. Grande et élégante, avec des yeux noirs perçants et un sourire chaleureux. Émilie sentit une pointe d'envie qu'elle ne comprit pas immédiatement. La conversation fut tendue au début. Camille raconta comment elle avait lutté contre les attentes familiales. Comment les thérapies l'avaient blessée mais aussi renforcée. Tu pensais m'aider? Amy. Mais tu m'as fait douter de moi-même pendant des années. Émilie écouta, les larmes aux yeux. Elle s'excusa. Mais les mots sonnaient creux. Sophie intervint doucement, l'important, c'est ce qu'on fait maintenant. Camille t'aime malgré tout. En rentrant chez elle, Émilie se disputa avec Pierre. Il ne comprenait pas pourquoi cela la perturbait autant. C'est sa vie. Pas la tienne, dit-il. Mais pour Émilie, c'était comme si un miroir se brisait, révélant des fissures qu'elle avait ignorées. Elle commença à questionner ses propres choix. Était-elle heureuse dans ce mariage? Pierre était gentil, mais leur intimité manquait de passion. Elle se surprit à penser à des femmes qu'elle avait admirées, comme cette collègue au bureau, Laura, avec qui les discussions duraient tard le soir. Les jours suivants,
La pression familiale s'intensifia. Leur mère, une catholique pratiquante vivant à Aix-en-Provence, apprit la nouvelle par Camille elle-même. « Comment as-tu pu laisser ça arriver » hurla-t-elle au téléphone à Émilie. « Tu étais censée veiller sur elle. » Émilie se sentit coupable, comme si elle avait échoué dans son rôle d'aînée. Elle essaya de défendre Camille, mais ses arguments étaient faibles, imprégnés de ses propres doutes. Pendant ce temps, Camille et Sophie organisaient une exposition d'art ensemble, un acte de rébellion contre les normes sociales. Émilie fut invitée, mais elle hésita. Aller là-bas signifierait affronter publiquement cette réalité. Finalement, elle y alla. La galerie était remplie de jeunes artistes, l'atmosphère vibrante de créativité. Camille rayonnait aux côtés de Sophie, leurs mains entrelacées. Émilie se sentit isolée, observant de loin. Une femme s'approcha d'elle, c'était Laura, sa collègue, venue par hasard. « Je ne savais pas que tu avais une sœur si talentueuse, » dit Laura avec un sourire. Leur conversation dévia sur des sujets personnels. Laura avoua être bisexuelle. Et pour la première fois, Émilie se confia sur ses tourments. « J'ai l'impression d'avoir vécu une vie qui n'est pas la mienne. » Laura l'écouta sans juger. Et ce soir-là, Émilie rentra chez elle avec un sentiment de libération naissante, mais aussi de peur. Que allait-elle sacrifier pour affronter la vérité? Les semaines suivantes furent un tourbillon de confrontations. Émilie commença à éviter Pierre, prétextant des dossiers urgents au cabinet. En réalité, elle passait ses soirées à lire des livres sur l'identité sexuelle, cachés dans son bureau. Un soir, elle confia à Laura ses doutes grandissants. « Et si j'avais été comme Camille tout ce temps ?» Laura, avec sa franchise habituelle, répondit, « Seul toi peux le savoir. » Mais ignorer ça, c'est comme porter un masque qui t'étouffe. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Des discussions tardives se muant en promenade le long de la Seine. Camille, de son côté, affrontait les retombées familiales. Leur père, un retraité militaire, refusa de lui parler, invoquant des valeurs traditionnelles. « Dans notre famille, on ne tolère pas ça », déclara-t-il lors d'un appel tendu. Camille, blessée mais déterminée, organisa une rencontre avec Émilie pour discuter de stratégie. Elles se virent dans un parc du Marais, quartier symbole de la communauté LGBT à Paris. « Maman menace de me déshériter si je ne reviens pas à la raison », confia Camille. Émilie, rongée par la culpabilité, promit de l'aider. Mais intérieurement, elle luttait contre ses propres démons. Elle se rappelait avoir forcé Camille à ses thérapies, convaincue que c'était pour son bien. Maintenant, elle voyait les dommages, l'anxiété de Camille, ses nuits d'insomnie. Pierre remarqua le changement. Lors d'un dîner, il confronta Émilie, « Tu es distante. C'est à cause de ta sœur ?» Elle nia. Mais la tension monta. Le lendemain, elle avoua à Laura qu'elle se sentait attirée par elle. « C'est terrifiant », murmura Émilie. Laura l'embrassa doucement. Un baiser qui réveilla en elle des émotions enfouies. Ce fut le début d'une liaison clandestine, pleine de passion mais aussi de risques. Émilie mentait à Pierre, inventant des réunions.
Chaque rencontre avec Laura était un mélange d'euphorie et de culpabilité. Je trahis tout ce que j'ai construit, se disait-elle. La société ajoutait sa pression. Au cabinet, des collègues conservateurs murmuraient sur les modes LGBT. Émilie, qui avait toujours défendu des causes progressistes en apparence, se taisait maintenant, craignant d'être exposée. Camille, elle, participait à des manifestations pour les droits des gays. Sophie à ses côtés. Lors d'une de ces marches, Camille invita Émilie. Viens avec nous. Montre que tu as changé. Émilie refusa d'abord, terrifiée par les regards. Mais elle finit par y aller. Anonyme dans la foule. Voir des familles soutenir leurs enfants la toucha profondément. Elle rentra en larmes. Confrontant Pierre, je pense que je suis lesbienne. La révélation explosa leur mariage. Pierre, choqué, accusa Camille d'avoir influencé Émilie. C'est contagieux ou quoi, hurla-t-il. Émilie défendit sa sœur. Mais le mal était fait. Pierre partit, laissant l'appartement vide. Émilie se tourna vers Laura pour du soutien. Mais leur relation naissante était déjà entachée de doutes. Es-tu sûre que ce n'est pas une réaction à la crise, demanda Laura. Émilie ne savait pas. Pendant ce temps, Camille apprit pour la liaison et confronta sa sœur. Tu me juges pendant des années? Et maintenant tu vis la même chose? Hypocrite. Leur dispute fut violente. Des mots durent échanger sur les trahisons passées. La famille se divisa. Leur mère organisa une réunion à Aix, exigeant que Camille se repentisse. Émilie, invitée, défendit sa sœur pour la première fois ouvertement. C'est qui elle est. Maman. Et peut-être qui je suis aussi. Le choc fut total. Leur père quitta la pièce. Leur mère pleura. Camille, touchée par le soutien d'Émilie, commença à pardonner. Mais le prix était élevé, isolement familial. Amis perdus. Émilie perdit un client important au travail, prétextant des problèmes personnels. Laura, patiente, l'aida à naviguer ses eaux troubles. Mais Émilie se demandait si elle avait tout sacrifié pour une illusion. Le climax approchait avec une rapidité effrayante. Émilie, maintenant séparée de Pierre, emménagea dans un petit appartement du Marais. Laura devint sa compagne officielle, leur relation fleurissant au milieu du chaos. Mais les ombres du passé persistaient. Camille, encouragée par le coming out d'Émilie, organisa une confrontation familiale élargie, invitant tante et oncle. Il est temps de briser le silence, déclara-t-elle. Émilie, nerveuse, accepta d'y participer. La réunion eut lieu dans la maison familiale en Provence, sous un soleil implacable. L'atmosphère était électrique. Leur mère, soutenue par le prêtre local, argumenta avec des citations bibliques. L'homosexualité est un péché, dit-elle. Camille riposta, l'amour n'est pas un péché. C'est vous qui nous péchez contre nous en nous rejetant. Émilie, pour la première fois, parla de ses thérapies imposées, j'ai blessé Camille en pensant la sauver. Mais c'était de l'ignorance. Pas de l'amour. Des larmes coulèrent. Des voix s'élevèrent. Un oncle conservateur quitta la table, accusant les sœurs de détruire la famille.
Sophie. Présente pour soutenir Camille. Intervint avec calme, la société change. Regardez Paris. Les lois sur le mariage pour tous. Mais les anciens restèrent inflexibles. Le père d'Émilie, silencieux jusque-là, explosa: j'ai élevé des filles pour qu'elles fondent une famille normale. Émilie, blessée, répondit: normale selon qui? Vos normes m'ont étouffé pendant des années. La soirée se termina en impasse. Mais une graine était plantée. Sur le chemin du retour, Camille et Émilie se réconcilièrent pleinement. Merci d'avoir changé, murmura Camille. Au travail, les rumeurs circulaient. Émilie fut confrontée par son patron: ton orientation personnelle ne doit pas affecter le cabinet. Elle défendit sa position, risquant sa carrière. Laura, de son côté, affrontait ses propres doutes: es-tu avec moi par choix ou par réaction? Leur relation fut testée lors d'une dispute où Émilie admit avoir encore des sentiments confus pour Pierre. Je ne sais pas qui je suis vraiment. Laura, blessée, prit du recul. Camille, quant à elle, subit une trahison. Une amie d'enfance révéla son orientation à des médias locaux, transformant sa vie en scandale. Des articles parurent, accusant les sœurs de propagande LGBT. Camille perdit son stage à la Sorbonne. Sophie son exposition. Furieuse, Camille accusa Émilie: si tu n'avais pas commencé avec tes thérapies, peut-être que je n'aurais pas été si visible. Émilie, dévastée, se tourna vers la thérapie elle-même, cette fois volontaire. Sa psy l'aida à explorer ses conflits internes, le déni, la honte internalisée. La tension culmina lors d'une manifestation à Paris contre l'homophobie. Émilie y alla avec Laura, réconciliée temporairement. Mais une contre-manifestation éclata, avec des insultes et des violences. Camille fut blessée légèrement. Un coup qui la marqua. Émilie, protégeant sa sœur, affronta un agresseur verbalement: laissez-nous vivre. Ce moment de courage la transforma. Rentrée chez elle, elle appela Pierre pour une fermeture: je suis désolée, mais c'est fini. Il accepta, à contre-cœur. Pourtant, les dommages étaient profonds. Laura, sentant l'instabilité d'Émilie, proposa une pause. Tu dois te trouver d'abord. Émilie, seule, affronta la société, invitation déclinée. Regard en coin. Elle écrivit une lettre à sa famille, expliquant ses choix. Camille, guérie, la soutint: on va s'en sortir ensemble. Les mois suivants furent une période de reconstruction lente et douloureuse. Émilie, libérée de son mariage, se concentra sur sa carrière, défendant des cas liés aux droits LGBT. Au cabinet, elle gagna le respect de certains collègues, mais en perdit d'autres. Laura revint progressivement, leur relation se renforçant sur des bases solides. On avance pas à pas, disait-elle. Camille, avec Sophie, déménagea dans un appartement partagé, défiant les pressions familiales. Elles organisèrent des ateliers artistiques inclusifs, attirant une communauté supportive. Mais les cicatrices restaient. Camille luttait contre l'anxiété post-traumatique des thérapies passées. Elle confronta Émilie une dernière fois: ton aide m'a coûté des années de confiance. Émilie, repentante,
offrit de payer une thérapie spécialisée. Leur lien fraternel se répara, forgé dans le feu des épreuves. La famille évolua timidement. Leur mère, après des mois de silence, envoya une lettre: « Je prie pour vous. Mais je vous aime. » Le père resta distant, mais n'intervint plus. Émilie organisa une visite, espérant un dialogue. Lors du dîner, les tensions ressurgirent, mais un moment de vulnérabilité changea tout. Leur mère avoua avoir eu une amie proche dans sa jeunesse. Un amour non dit. Peut-être que j'ai eu tort de juger. Ce fut un pas vers l'acceptation. Socialement, Émilie affronta des trahisons, des amis d'enfance la ghostèrent, invoquant des différences irréconciliables. Elle trouva du réconfort dans des groupes de soutien à Paris, où des histoires similaires la firent se sentir moins seule. Laura, fidèle, l'accompagna, leur amour grandissant au milieu des défis. Mais Émilie paya le prix, une promotion manquée au travail, attribuée à son activisme. Camille, de son côté, fit face à une décision morale. Sophie reçut une offre d'emploi à Berlin, loin de Paris. « Viens avec moi », proposa Sophie. Camille hésita, craignant d'abandonner Émilie au milieu de sa transition. « Je ne veux pas te laisser seule », dit-elle à sa sœur. Émilie l'encouragea: « Suis ton cœur. » C'est ce que j'aurais dû faire plus tôt. Camille partit, mais promit des visites régulières. Leur séparation fut émouvante. Un adieu temporaire chargé d'espoir. Émilie, maintenant pleinement assumée, écrivit un article anonyme sur son parcours, publié dans un magazine progressiste. Il déclencha des débats en ligne, certains la félicitant, d'autres la condamnant. Elle reçut des menaces, renforçant sa détermination. Laura et elle planifièrent un voyage en Provence pour confronter la famille une fois de plus. « C'est le moment de guérir », dit Laura. Les conflits internes persistèrent. Émilie se questionnait sur ses choix passés. Avait-elle vraiment aimé Pierre? Ou était-ce une façade? Sa psy l'aida à accepter l'ambiguïté. L'identité n'est pas noire ou blanche. Camille, de Berlin, appela souvent, partageant ses succès, une exposition réussie, un nouveau cercle d'amis. Merci d'avoir pavé le chemin, même si c'était douloureux. Le point tournant vint lors d'une fête de famille surprise. Leur mère invita tout le monde, y compris Sophie. L'atmosphère fut tendue, mais des rires émergèrent. Émilie et Camille se tinrent la main, symbolisant leur unité. Laura fut acceptée, quoique avec réserve. Ce fut un début de réconciliation, mais le chemin restait long. Avec le temps, les blessures commencèrent à cicatriser, mais pas sans cicatrice permanente. Émilie, à 31 ans maintenant, avait reconstruit sa vie autour de l'authenticité. Elle et Laura vivaient ensemble, leur relation un havre de paix au milieu des tempêtes passées. Au travail, elle devint une avocate spécialisée dans les discriminations, aidant d'autres comme elle et Camille. Les pertes amies, familles distantes étaient compensées par de nouveaux liens, forgés dans la vérité. Camille revint souvent de Berlin, Sophie à ses côtés. Leur couple inspirait Émilie, rappelant ce qu'elle avait presque détruit. Lors d'une visite, elles organisèrent une soirée commémorative,
riant des absurdités passées. Souviens-toi quand tu m'as envoyé chez ce psy ringard, taquina Camille. Émilie rit. Mais avec une pointe de regret. J'ai payé cher pour ça. En effet. Son divorce l'avait appauvri financièrement. Et les thérapies lui coûtaient encore en culpabilité. La société française, avec ses avancées et ses retards, continuait à challenger. Des lois progressistes coexistaient avec des poches de conservatisme. Émilie participa à des conférences, partageant son histoire pour éduquer. Une fois, elle fut confrontée par un auditeur. « N'avez-vous pas forcé votre sœur à changer? Êtes-vous vraiment changé ?» Cela la fit réfléchir sur la rédemption. Pouvait-on effacer les dommages causés? La famille atteignit une paix fragile. Leur mère visita Paris, assistant à une Pride avec elle. Un geste symbolique. Je ne comprends pas tout. Mais je vous accepte. Le père, plus lent, envoya des messages sporadiques. Les sœurs savaient que c'était imparfait, mais réel. Pourtant, des doutes persistaient. Émilie se demandait si ses choix avaient valu la peine, la perte de stabilité pour la liberté. Laura la rassurait, l'amour vrai en vaut toujours le prix. Camille, épanouie, confirma, sans tes erreurs. Je n'aurais pas trouvé ma force. L'histoire se termina sur une note d'introspection. Émilie, marchant seule dans les jardins du Luxembourg, contempla son parcours, des trahisons au réveil, des pertes au gain. Elle avait tout risqué pour l'authenticité, payant le prix en larmes et en isolement. Était-il juste de forcer quelqu'un à changer au nom de l'amour? Même si l'on croit bien faire?